disais donc en titre, face à cette série de victoires diplomatiques au Maroc, l'Afrique du Sud vient d'arraisonner un bateau transportant quelques 55 000 tonnes de phosphate marocain. Le navire battant pavillon des îles Marshall acheminait la marchandise à destination d'un port néo-zélandais. C'est dire l'action provocatrice de Pretoria visant le Maroc, qui touche également l'Australie, pays dont le bateau bat pavillon, et la Nouvelle-Zélande, pays de destination de ce phosphate marocain. Selon des précisions du journal Al Bayan, la commercialisation et l'acheminement du phosphate se font dans le strict respect du droit international, et les bateaux reliant le Maroc et les pays de l'Océanie ont l'habitude de faire escale dans les ports sud-africains pour s'approvisionner en prévision d'un voyage en pleine mer qui dure de 3 à 4 semaines environ. Alors Mourtada Kalami, pour commencer, le Maroc, tout comme la Nouvelle-Zélande, se sont dit confiants sur les suites de ce dossier. Effectivement, est-ce qu'on peut parler d'une violation de droit international? Et surtout, comment vous jugez la réaction du Maroc? Est-ce que on aurait dû être peut-être un peu plus ferme encore? Plus ferme, je pense que la réaction est ferme. Alors, la question de la violation du droit, c'est la question... je pense qu'il faut mettre les choses un peu à plat. Comme vous le rappeliez d'ailleurs dans le bulletin à l'instant, avec le Malawi, c'est le 35e pays du continent qui retire le soutien, enfin la reconnaissance à la pseudo-RASD. Donc ça arrive en même temps, tout ça est extrêmement lié. Cette série de petites victoires, puisque les petites victoires font les grandes victoires, c'est bien connu. Cette série de petites victoires sont d'ordre diplomatique, sont d'ordre de diplomatie économique parfois aussi, suivant les différents cas. Donc, d'ailleurs, à ce micro, nous sommes tout de même plusieurs à louer la tournure que prend les choses, que l'initiative soit diplomatique et évidemment pas militaire. On voit bien que les résultats sont tout de suite beaucoup plus probants. Et donc, il est quand même inévitable que les séparatistes essayent de répondre sur un terrain similaire. Donc ils essayent de jouer avec le peu de cartes qu'ils ont, parce qu'ils en ont pas beaucoup. Donc il y a eu la tentative. Donc eux jouent la judiciarisation. Oui. Donc essayent à partir. Donc c'est pour ça que les déclarations comme celle du Malawi sont d'autant plus importantes, c'est que plus on va avoir ce genre de déclarations et de retrait de soutien, le Malawi effectivement qui est proche de l'Afrique du Sud, tout à fait, qui est limitrophe. Voilà, c'est l'Afrique australe. C'est pas très connu, mais c'est pas très grand. C'est pas n'importe quel pays. Voilà, tout à fait. C'est la région. C'est une région. Le Malawi a été un État alors progressiste avec 15 guillemets, avec parti unique, président à vie. Etc. Jusqu'en dans les années 90, leur nouvelle constitution date de 95. Depuis 95, c'est un régime présidentiel. Donc eux aussi sont un pays en transition. Voilà, les choses changent doucement et à leur rythme. Donc je crois que le Maroc sait respecter le rythme d'autrui. Donc ces choses se font là progressivement. C'est à l'ensemble du continent. Donc effectivement, le mouvement du Polisario voit tous ses soutiens s'éloigner un à un, joue la carte de la judiciarisation. Donc là, ce qui va se jouer autour du bateau, c'est est-ce que à partir du moment où la plainte est déposée, alors formellement en bonne et due forme, effectivement, le tribunal saisi, donc c'est à Port-Elizabeth, si mes souvenirs sont bons, est obligé d'acter les choses et de suivre la procédure. Donc on est pour l'instant simplement à l'étape procédurale. Alors on peut regretter que ça a été fait, mais en même temps c'est aussi l'idée. Alors je suis pas spécialiste du fonctionnement interne et de l'état de la séparation des pouvoirs en Afrique du Sud, mais l'idée générale est que de toute façon le juge est censé acter ce dépôt de plainte et agir en conséquence en attendant le jugement sur le fond.
Et normalement, le gouvernement, donc le législatif et l'exécutif ne sont pas censés intervenir à ce niveau-là. Alors après, quelle est la réalité des rapports? Ça, c'est, je laisserai mes camarades envisager la chose. Mais formellement, pour l'instant, il n'y a rien que l'on puisse reprocher. D'où le fait que le Maroc réaffirme sa légitimité, etc. Mais ne peut pas. C'est pas la peine d'aller insulter l'Afrique du Sud parce que pour l'instant, la procédure est logique dans la mesure. Bon, on peut reprocher au Polisario d'avoir déposé cette plainte, ça c'est évidemment. Mais pour l'instant, le juge sud-africain est tenu de faire ce qu'il a fait. Donc maintenant, l'affaire va être jugée sur le fond le 18 mai, si mes souvenirs sont bons, l'audience sera tenue. Donc là, le Maroc va faire valoir son bon droit. Le Polisario ou ses représentants sur place vont faire valoir ce qu'ils pensent être leur intérêt, et ça sera au juge de trancher. Donc effectivement, on peut imaginer, malgré que je suppose la justice pleinement et entièrement indépendante, que toute la diplomatie internationale du continent va s'agiter autour de ce cas. Mais encore une fois, c'est pour ça que on ne peut pas tirer verbalement à boulet rouge sur l'Afrique du Sud, parce que pour l'instant, le juge est tenu de respecter une procédure judiciaire. De la même façon que le Polisario a joué la carte de la judiciarisation avec l'UE, qui s'est bon. Alors vous dites l'Afrique du Sud, effectivement, on peut pas lui tirer à boulet rouge. Encore une fois. Est-ce que l'Afrique du Sud avait son mot à dire sur ce cargo qui transportait des produits marocains, d'où finalement tire l'Afrique du Sud sa légitimité pour juger de la conformité de la source ou pas de ce phosphate? La territorialité, dans la mesure où le cargo se trouve en Afrique du Sud. C'est aussi bête que ça. Donc en termes de droit africain, de l'Afrique du Sud, le droit maritime. Destiné à l'Afrique du Sud. Non, c'est peut-être pas, mais il n'empêche que quoi qu'il en soit, en termes de droit, a priori, ça n'est pas en soi contestable le fait qu'il puisse y avoir une saisie. Lorsque sur le passage à un territoire, il y a quelque chose qui relève pour une raison X ou Y d'un transport illégal ou d'une marchandise volée d'une quelconque manière, il est logique que le chargement soit raisonné le temps qu'il en soit jugé. Ça, l'Afrique du Sud, là-dessus, n'est effectivement pas contestable. Ce qui est intéressant, c'est que ce procès du 18 mai sera public. C'est là où il y a une dimension politique qui est intéressante et une dimension diplomatique qui est publique et qui est intéressante, parce que c'est une procédure qui n'est pas à huis clos. C'est une procédure qui se fera donc de facto, et on le sait tous, sous toutes les caméras du continent et probablement du reste du monde d'ailleurs, et avec toutes les pressions qu'il peut y avoir. Alors je ne sais pas non plus ce qu'il en est de l'indépendance de la justice sud-africaine, mais elle a sacrément intérêt à avoir les reins solides, parce que réellement tout le monde va la regarder de très 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 près. Et en termes juridiques, ce qui va s'affronter, c'est plusieurs notions. Le fait est que le territoire sahraoui est effectivement un territoire au niveau du droit international contesté, mais sous administration marocaine. Malgré ça, c'est tout. le point de vue onusien que vous nous rappelez. Oui, absolument. C'est pour ça que je dis du point de vue international. Le point de vue onusien, c'est la communauté internationale. Pour le moment, c'est encore l'ONU. Donc, qui est sous administration marocaine. Et parce qu'il est sous administration marocaine, le Maroc, en dehors de son droit légitime à réclamer son intégrité territoriale, mais qui est récusé par l'Afrique du Sud, qui reconnaît la pseudo-race, je le rappelle, a un fondement juridique à dire qu'effectivement, dans la mesure où il y a un processus d'exploitation qui est relativement transparent, des instances élues, etc., le tout en respect avec les institutions internationales, le Maroc a le droit d'exploiter ce phosphate. Donc le Maroc a une base de droit international, même en la circonstance d'un pays qui reconnaît la race et qui conteste la territorialité du Maroc sur le territoire sahraoui, puisqu'effectivement, il est, au niveau de l'ONU, toujours, quand même, quoi qu'il en soit, territoire contesté sous administration marocaine. Ceci dit, le jugement qui a été porté en Union européenne donne également une base légale au Polisario pour dire qu'effectivement, il y a un problème et que les ressources du Sahara ne devraient pas être exploitées par le Maroc. Et donc, si effectivement les juges sud-africains décident de se baser sur la reconnaissance de la race et considèrent donc qu'il s'agit d'un pays, que le Maroc est donc un pays colonisateur de son propre territoire, donc du Sahara marocain, dans ce cas, effectivement, le jugement pourrait tourner en défaveur du Maroc. Donc, l'enjeu est quand même assez important
non pas pour ce cargo-là, réellement, mais parce qu'effectivement, il y a là, dans toute la série d'embûches qu'il peut y avoir entre les deux pays, une stratégie qui peut mettre des bâtons dans les roues du Maroc pendant un certain temps. Mais Ceci dit, ça ne durera pas très longtemps. Comme le disait Monssadegh Alami, la justice sud-africaine elle est connue pour son indépendance. J'en sais rien. Non, j'ai pas dit qu'elle était connue. J'ai dit que je savais pas, mais on est censé le supposer. On est censé le supposer, voilà. Mais j'en sais rien non plus, honnêtement. Pas effectivement sur l'exécutif. J'en sais rien non plus, honnêtement. Ce que je sais, c'est que la loi sud-africaine existe et elle reconnaît la RASD. La loi internationale existe, elle reconnaît l'administration marocaine, mais il y a un précédent qui est le procès avec l'Union européenne sur l'exploitation des ressources du Sahara, et il n'est pas en faveur du Maroc. Voilà. Alors, non, pas vraiment, puisque maintenant il faut que les accords. Non, puisque maintenant il faut que les accords effectivement soient différenciés pour le Sahara et pour les autres produits, donc il ne l'est pas. Non, c'était une bonne nouvelle, mais... Vous voulez réagir, Talal ? Oui, réagir pour dire tout simplement que la première chose, c'est que c'est pas la première fois que ce cargo passe sur les eaux sud-africaines et que, comme par hasard, c'est ce 1er mai qu'il a été arraisonné, pour les raisons simples. On sait très bien qu'il y a eu des changements par rapport à la décision de l'ONU, du Conseil de sécurité par rapport au Maroc, le prolongement de la MINURSO, la validation, effectivement, de la sortie et de l'éviction de Guelgalat des forces du présumé Polisario, donc il y a eu quand même une atteinte au cœur de l'entité effectivement qui revendique ce qui ne lui appartient pas, et par conséquent ils ont tout déployé pour essayer de mettre des bâtons dans les roues. Effectivement, la MINURSO poursuit son travail d'organisation de référendum. Les choses se passent correctement, Guelgalat a été libéré, le Maroc reprend son droit sur son territoire, et que la résolution onusienne a fâché d'abord les Algériens, ensuite bien sûr les dirigeants de la pseudo-RASD. Ça c'est un premier point, et comme par hasard ça tombe le 1er mai. Il n'y a pas de hasard du tout. Voilà. Même eux ne le prétendent pas d'ailleurs. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, même eux d'ailleurs. Il y a effectivement... Bien sûr, le Malawi aussi. Alors, le Malawi n'est pas l'Afrique du Sud. Il y a entre le. Mais c'est dans l'Afrique australe. Voilà, c'est dans l'Afrique australe, et c'est un pays effectivement qui suivait beaucoup la ligne sud-africaine, et effectivement, c'est un coût important. Donc ils feront tout. C'est pas n'importe quel pays qui vient de. Bien sûr, ils feront tout. Ce qui est important, c'est le 35e. Ils feront tout pour bloquer justement toutes ces initiatives. Deuxième point. Au niveau juridique, on n'a pas rappelé aussi. Au niveau juridique, Mélanie Frédéric-Sigli, on a souligné effectivement, on espère que la justice sud-africaine est indépendante. Mais l'argument sur lequel devraient s'appuyer effectivement les Marocains, c'est que ces ressources qui ont été extraites, elles profitent aussi aux populations locales. Mais tout à fait, c'est ce que je disais. Il y a trois arguments importants. Le premier argument, c'est que c'est dans le cadre du droit international que sont exploitées les mines de phosphate du Sahara marocain. Donc on est d'accord là-dessus. C'est la posture première. C'est dans le cadre du droit international. On n'est pas non plus dans une situation d'expropriation ou autre. Deuxième point, l'argument chiffré. Le Maroc dépense 77 milliards de dirhams pour l'exploitation des zones du Sahara marocain par rapport à l'investissement. Exactement. Et les recettes sont bien inférieures aux chiffres dépensés. Donc déjà, l'argument comme quoi spolier une population est tout à fait injustifié. Et puis troisième point, bien entendu, les ressources, bien sûr, les ressources pour les questions de phosphate ou de pêche. C'est l'argument qui vaudra aussi en justice. Non. En justice, non. C'est l'argument, s'il vous plaît. C'est l'argument de légitimité. Oui, merci beaucoup. Voilà. Le troisième argument, effectivement, c'est celui du précédent par rapport à l'Union européenne, qui avait justement décidé la même chose, mais la Cour de justice européenne a rappelé que la territorialité était prouvée et que les ressources issues de cette vente étaient légalement marocaines et redistribuées comme bon le semble par rapport au Maroc. Donc on est sur la situation où il n'y a pas de spoliation, il n'y a pas de soustraction de revenus. C'est archi faux. C'est une décision qui est complètement vide. Pourquoi ? Parce que ces gens-là devraient faire un tour à Laayoune, à Dakhla, à Boujdoul pour voir combien le Maroc, depuis près de 45 ans, déploie de force, déploie d'investissement, déploie d'argent, déploie d'impôts qui sont pris du nord du Maroc vers le sud pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas du tout de ségrégation par rapport à la répartition des revenus. Il y a au contraire une dilution
diminution de l'effort national et ça reste sur un plan national et complet et souverain. Bien sûr. Donc ces arguments sont archi-faux, il faut les avancer, les dire. Il n'y a pas de spoliation, il y a simplement une ventilation effectivement égalitaire des revenus. Alors, Mélanie Freixigli. C'est vrai, évidemment, et on le sait. Et au niveau politique, ça vaut le coup de le rappeler. Ceci dit, une cour de justice, où que ce soit dans le monde, doit juger en droit. Or, quel est l'état du droit reconnu en Afrique du Sud est la seule bonne question. Ça n'est pas là qu'on va faire, même si le procès est public et qu'il faut donc rappeler ces arguments pour le coût le bénéfice de la communauté internationale qui va nous regarder de près. La Cour de justice sud-africaine ne jugera pas sur ces éléments-là parce que ce ne sont pas des éléments de droit. Ce sont des éléments de légitimité morale. Une Cour de justice ne juge pas de la légitimité morale. Elle juge de l'état du droit et seulement cela. Or, l'état du droit en Afrique du Sud reconnaît la RASD. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, on a cette problématique-là. Il faut donc amener en face des c'est pas l'état du droit, c'est l'exécutif. Mais c'est l'état du droit. Et la justice est censée être indépendante. Non, la législation reconnaît au final tous les accords de son pays. Dans les accords de son pays, il y a la reconnaissance d'un pays, qui est la RASD. Nous, évidemment, on conteste cette reconnaissance, mais c'est un effet de droit. Bien sûr que si, ça a un effet en cours de justice. Ce qu'oublie Mélanie, c'est qu'il y a tout de même un droit international au-dessus du droit sud-africain. Il y a aussi un droit international, je ne l'ai pas oublié, vous ne m'avez pas laissé terminer. Donc, je ne l'ai pas oublié qu'il y avait un droit international, mais le droit sud-africain reconnaît la RASD, donc le droit sud-africain doit en tenir compte. Au-delà de ça, il y a effectivement le droit international, la Cour sud-africaine doit également en tenir compte, mais le droit international ne stipule pas, si vous voulez, que la légitimité morale a un poids. Elle stipule que le territoire est sous administration marocaine, qu'effectivement l'administration marocaine respecte tous les principes démocratiques d'élections nécessaires pour que ces ressources soient considérées comme étant légitimement propriété du Maroc, mais ça reste un territoire contesté. C'est tout ce que je dis. Évidemment, la position du Maroc en termes de droit international est plutôt bonne sur cette question. Je rappelle que la victoire au niveau de la Cour européenne est une victoire à la Pyrrhus, parce que au final, il a quand même été conclu qu'il fallait que désormais les accords précisent s'ils concernaient ou non le territoire du Sahara. Donc c'est une victoire à la Pyrrhus. Notre position est bonne, mais l'argument moral joue pour les yeux extérieurs, absolument pas pour le droit. Oui, c'est-à-dire, voilà, tout à fait. C'est qu'il faut bien distinguer la légitimité morale, donc qui pour nous est indiscutable, le Sahara est marocain, mais pour comprendre ce qui va suivre et ce qui est obligé de faire le juge sud-africain, il faut comprendre que lui, il est pris, du coup, il est pris entre trois systèmes de droit en quelque sorte. Il y a le droit sud-africain qui, effectivement, comme le rappelait très bien Mélanie, reconnaissant la RASD, est obligé de tenir compte de la plainte déposée par le Polisario. Il y a le droit international qui, alors pour le coup, c'est ce que nous a assuré le ministre, va être favorable aux intérêts marocains dans ce cas précis. Même si le droit international n'utilise pas le langage que nous on voudrait qu'il utilise, mais le fait que le Maroc ait eu l'intelligence d'en respecter les critères fait que, à l'évidence, c'est ce que déclarait le Mohamed Ralfi aussi, enfin les différents ministres qui se sont exprimés sur le sujet. À l'évidence, le gouvernement marocain est confiant sur l'issue du procès, malgré ce qui est somme toute une chicane administrative et judiciaire. Comprendre ces subtilités permet de comprendre la position diplomatique du Maroc. Et c'est pour ça que je le rappelle, c'est pas pour diminuer la légitimité du Maroc, c'est pour comprendre comment on se positionne. Une décision de justice en faveur du Maroc, est-ce que ça pourrait amener à un fléchissement de la position sud-africaine ? Non, pas directement. Il faut quand même voir, il faut comprendre que il y a déjà une séparation entre l'exécutif et le judiciaire déjà en Afrique du Sud. Il faut bien le comprendre, c'est un pays tout de même malgré tout démocratique qui respecte ses institutions. Après, bien entendu, je crois que ce dossier va certainement pousser les Sud-Africains à bien le travailler et à comprendre comment ça fonctionne et à savoir de quoi ils parlent. Parce que s'ils avaient vraiment fait un tour au Sahara marocain, ils auraient compris beaucoup de choses. Et finalement, leur plainte... Ça pourrait être un mal pour un bien. Bien entendu. Pourquoi ? Parce que de toute façon, le Maroc va pas s'arrêter là. Il va y avoir certainement, si
si il y a jugement défavorable par rapport au Maroc, il va y avoir saisie éventuellement de la Cour de justice internationale qui, elle, a les textes, qui, elle, a le droit et qui, elle, va rappeler ce qui doit être dit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une hiérarchie des normes. Le droit sud-africain n'est pas au-dessus du droit international. Et je crois que c'est comme cela que ça va fonctionner. Parce qu'à partir de là, il y a tout de même une question internationale entre deux pays et il faut qu'ils comprennent. Et je crois qu'en se penchant sur la question, ils vont enfin comprendre que la pseudo-race del Polisario raconte n'importe quoi. C'est vraiment du délire parce qu'aujourd'hui, il y a certainement, et on le sait parfaitement par rapport à l'Émile Urso et l'ONU, un territoire qui n'est pas complètement bien défini par rapport à son statut et que c'est encore en négociation. Le Maroc accepte cette posture dans un travail qui est continu dans sa souveraineté, mais attention, il n'y a pas lieu de remettre en question, bien sûr, la souveraineté sur le Sahara marocain. Alors, encore une fois, je rappelle, parce que ça me paraît important, c'est pas une question, nous, qu'on la remette pas en cause, c'est une évidence. Pour nous, le Sahara est marocain, c'est la légitimité et l'intégrité du territoire fait partie des choses très importantes ici, c'est normal. Mais je rappelle que ailleurs, comme on n'est pas dans le monde des bisounours, ce n'est pas le bon droit et la justice qui règnent, c'est l'intérêt des pays. Et la rivalité entre les pays. Et tout un tas d'équilibres de forces géopolitiques. Donc, si ça se trouve, les gens en Afrique du Sud savent très bien qu'il y a une légitimité historique, politique, démocratique, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ils s'en moquent, ou le savent très mal. Ou le savent très mal, mais dans tous les cas, ils s'en moquent éperdument. Ça n'est pas ça la problématique. La problématique n'est pas le bon droit, la justice et le bien. La problématique est la position respective de différents pays sur une carte géostratégique. Et de facto, l'Afrique du Sud est un pôle important auquel le Maroc est en train de voler de l'influence. Donc à partir de ce moment-là, il faut quand même rappeler les choses de cette manière-là. Il faut quand même bien comprendre qu'effectivement, d'une manière générale, nous avons des ennemis pour le moment à la tête de l'Afrique du Sud. Ça changera peut-être parce que le pays est dans une situation d'instabilité politique. Et c'est aussi un pays en transition. C'est aussi un pays en transition. Il s'avère qu'un certain nombre d'alliés prennent notre position, donc le vent est en train de tourner. On peut espérer que d'une manière générale, dans les années à venir et dans les mois à venir, la position de nos différents opposants sur cette question va se modifier quand ils comprendront que le Maroc est dans l'idée d'un partenariat ouvert, inclusif, qui devrait profiter à tous. Mais dans l'intervalle, il faut être très clair que, encore une fois, l'argument moral est une chose qui est importante, mais qui n'est pas déterminante du tout pour la raison pour laquelle les pays choisissent ou non de soutenir le Maroc. Ils vont quand même choisir de manière très cynique leur propre intérêt d'abord. Et malgré ce qu'il en peut en être de la supériorité morale du Maroc sur